Dimanche 27 décembre à 21h05, dans la tête de l'As. Pour terminer l'année en beauté, Espace TV vous conduit tout droit sur l'autoroute dans la tête de l'As. Des embouteillages politiques au carrefour du showbiz, en passant par les virages des réseaux sociaux. Sans oublier les accidents de circulation, des histoires de couple. L'As vous transporte dans un stand-up humour 100% renversant et totalement déjanté. Dans la tête de l'As, c'est ce dimanche 27 décembre à 21h05 sur Espace TV. Espace TV, la télé la plus lasse de l'humour. Amadou Sow à la réalisation côté radio, merci de votre fidélité. Nous revenons pour la deuxième partie de cette émission, donc les grandes gueules. La Cour des comptes invite les candidats à la dernière présidentielle à justifier leurs dépenses de campagne. C'est un exercice réglementé par les lois du pays et qui entre dans le cadre donc de la transparence autour des fonds utilisés par les formations politiques. L'Union des forces démocratiques de Guinée, dont le candidat est arrivé deuxième, exige d'abord l'ouverture de ses bureaux avant de se plier à la demande de l'institution constitutionnelle. Nous aurons Karamou Madi Kamara pour parler du fondement juridique de la justification des comptes de campagne. Lui, c'est un jeune politique qui entend faire de nouvelles propositions. Il a d'abord été vu à la tête de l'UDIR et même présenté candidat aux dernières législatives. Des querelles internes et une affaire judiciaire ont fini par avoir raison de lui. Mori Kaba, puisque c'est de lui qu'il s'agit, ne souhaite pas disparaître de la scène politique. Il revient avec l'avenir d'une Guinée nouvelle. Il sera notre invité dans la deuxième partie, dans la dernière partie, je veux dire, de cette émission. Relance de Salguidia, l'État guinéen a signé le 15 novembre 2019 un protocole d'accord avec la société émirati Alsa Asset Management Ltd d'Abu Dhabi et à l'effet d'investir dans l'aménagement et l'exploitation des terres agricoles de l'ex-Salguidia dans la préfecture de Forêt-Caria pour la production, la transformation industrielle, la commercialisation et l'exportation de l'ananas et autres produits maraîchers. Le décret de dissolution de la société Salguidia et la convention donc d'établissement de la nouvelle société SAGESA dispose que le passif social est à la charge du partenaire émirati pour le passif d'exploitation à la charge de l'État. Où en est-on? Ces questions ont-elles été réglées? Nous essayons de comprendre ce matin. Nous aurons comme invité au téléphone, bien entendu, Ansman Souma, ancien directeur général adjoint de Salguidia, et Goumou Yeke, représentant du ministère de l'Industrie, des petites et des moyennes entreprises. Mais d'abord, vos réactions donc sur Twitter et par SMS avant de continuer cette émission. Nous commençons par ce premier tweet. Hassan Boun Abdallah, MPDG, bonjour. À force de justifier les fonds de campagne, on risque d'accabler les grosses têtes de notre administration. Vu les réalités de la campagne menée par la mouvance, on n'a pas à se demander s'il n'y a eu vol des fonds publics ou pas. Mais l'avenir nous en dira plus. Hashtag espace GG. Excellence Baldé le Guinéen. Bonjour la team des GG. Affaire des feux tricolores est très drôle au niveau de Coronti. Tu peux arriver là-bas, le feu est rouge, mais le policier vous fait signe de passer quand même. Ou bien les couleurs varient, mais les policiers sont là en train de signaler et tout de même, donc il relate ici son expérience du côté de Corentin. Sekou Cheikh Diakité nous écrit également sur Twitter, ni les usagers, moins encore les policiers n'ont la maîtrise parfaite de ces feux. Ils ordonnent aux usagers de passer pendant que le feu est rouge. Une sensibilisation serait une très bonne idée, bien avant même l'installation de ces panneaux. Il le dit donc Sekou Cheikh Diakité. Nous partons avec Almami Diop, MPDG. Bonjour. Si on devait vérifier l'origine des fonds de campagne de tous les partis, une chose est sûre, c'est que toute l'administration publique de la présidence à la dernière direction nationale serait toute épinglée. Zénab en est un parfait exemple selon donc Almami Diop qui nous écrit également sur Twitter. Bonjour les grandes gueules. Merci de demander à la ministre Nabaya pourquoi au centre d'études technologiques et artisanales situé en face du rond-point Tannery, les frais d'inscription sont à 300 000 et autres frais allant jusqu'à 100 000, un CFP public pourtant. Nous allons partir avec les SMS. Il y a des adeptes des SMS qui se plaignent, donc on va partir sur le 657 39 13 13.
Bonjour Yadia et à toute l'équipe des GG. De nos jours, nous constatons une pagaille dans l'utilisation des sirènes et gyrophares dans la circulation routière à Conakry. Nous demandons humblement à Monsieur le ministre de la Sécurité de prendre une meilleure mesure contre ces personnes mal intentionnées. Bonjour Yadia et à toute l'équipe des GG. Voilà, c'est le même message, je crois. On va partir avec un autre. Bonjour Madame Hiero et bonjour à toute l'équipe des Grandes Gueules. Je me demande comment un groupuscule de journalistes peut soutenir par avidité d'argent la ministre Zénab Nabaya Dramé, accusée donc de détournement d'un tel montant du peuple pendant que l'affaire se trouve au niveau de la justice. Il le dit pendant que l'affaire se trouve au niveau de la justice. J'ai du mal à lire la suite. On va donc partir avec un autre. Bonjour les GG et merci à vous pour ce que vous faites pour nous. Mais je reste inquiet pour le président qui dit gouverner autrement. Mamadou Yero Diallo, donc, qui nous écrit, qui nous envoie cet SMS. Bonjour Diadia, dans un problème d'argent, la vérité ne sort pas de la bouche par laquelle vous voulez l'entendre, sauf si vous la lui arrachez de force. Barry Marvel, donc, qui nous envoie cet SMS. Bonjour les grandes gueules, c'est Aliou Mo ABD Tata depuis Anta Marché 3. Investiture pour un seul homme, c'est dommage pour l'Afrique. Je pense que ça, c'est un message qui est arrivé donc par rapport aux précédentes émissions. On va continuer l'émission donc avec vous, Jacques Lewaleno. Nous allons essayer de joindre Michel Koivogui, qui est donc le secrétaire général du ministère de l'Enseignement technique. Il a souhaité intervenir depuis hier par rapport notamment à ces ERAM dont on a parlé ici. C'est important parce que il y a déjà une décision qui est prise, comme je le disais tantôt, des nominations qui ont été faites, des directeurs des études ont été nommés par décision du ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle. Du point de vue légal, les gens se posent énormément de questions. Est-ce que pouvait-elle nommer? Peut-être si, mais est-ce que pouvait-elle nommer par décision du département? Je crois par habitude, c'est un arrêté qu'on prend pour procéder à des nominations au sein des départements. Mais puisqu'on veut procéder assez vite, donc on ne veut même pas se soumettre à certaines exigences qui voudraient que ce soit le secrétariat général du gouvernement qui vérifie la légalité de tout ceci. Mais est-ce que la décision est passée par là, par le secrétariat? Les informations que j'ai, non, mais puisqu'elle pouvait prendre une décision sans pour autant se soumettre à cet exercice, donc elle a pris une décision pour nommer les directeurs des études. Donc c'est ce qui a été fait. Est-ce que c'est une nouveauté? De toutes les façons, les spécialistes du droit nous édifieront là-dessus. Donc on sent vraiment qu'il y a la volonté d'y aller, sauf que les informations que nous avons et qu'on veut bien entendu vérifier et peut-être confronter à ce que le département pourrait nous dire ce matin, c'est qu'effectivement, à la suite de l'inspecteur régional de l'enseignement technique de Cancan qui vient de nous dire que les programmes des ERAM ne sont pas disponibles, il y a également des sources bien introduites qui nous confirment la même chose. Il y a une filière pour laquelle le programme est disponible, c'est froid et climatisation, mais pour d'autres filières telles que la mécanique, l'électricité, ce sont les programmes des centres de formation professionnelle. Donc, il existait déjà qu'on veut reconduire à ces niveaux, juste pour avoir, n'est-ce pas, cette première année, comme nous le soupçonnons, afin de pouvoir justifier, n'est-ce pas, les 15 milliards qui n'ont pas encore été sortis de compte de l'État. Donc, voilà, on en est là pour l'instant. Est-ce qu'il y a un processus en cours qui va aider finalement à mettre à jour ces programmes, à les améliorer davantage pour pouvoir donner un programme valable pour un BTS? Parce que c'est cela. Les programmes qu'on donne dans les centres de formation professionnelle, c'est pour sortir avec un certificat d'aptitude professionnelle. Les gens qui ont eu le bac ne peuvent pas être formés pour avoir un certificat. C'est au moins un brevet de technicien supérieur. Et comme je le disais, avec possibilité de pouvoir s'offrir une formation post-universitaire pour devenir ingénieur. Ce travail-là n'était pas allé au bout. On veut quand même ouvrir. Il serait important que le ministère nous apporte des éléments par rapport à ce qui fonde, n'est-ce pas, leur démarche. Très bien. Nous avons M. Michel Koivogui du département de l'enseignement technique. Je précise, c'est le secrétaire général du département. Il est en direct d'Aouda Mohamed Kamara. Les grandes gueules.
Monsieur Kouevogi, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter d'intervenir ce matin dans les grandes gueules. Alors, la question, elle perdure encore autour de la fonctionnalité, je vais dire, des IRAM à l'intérieur du pays. Qu'en est-il au niveau du département? Bien. Je vous remercie de m'appeler par rapport à cette question. Les IRAM sont une activité ou alors une stratégie prônée par le président de la République dans l'intention de donner de la formation aux jeunes Guinéens afin qu'ils puissent s'insérer. Pour la petite histoire, les constructions de ces IRAM ont commencé depuis les années 2014 et sont finies l'année passée. Les équipements sont aussi arrivés cette année et nous sommes au point de définir par école d'abord les filières qui étaient déjà définies, qui sont données. Il y a, quand je prends par exemple l'IRAM de Bokeh, et depuis le départ, il était prévu la mécanique générale et le génie électrique, le froid, climatisation, l'hydraulique, le pneumatique et la logistique. C'était les 5 filières qui étaient retenues depuis la genèse de l'IRAM. Les ouvrages qui devaient accompagner aussi ont été construits conséquemment, les équipements venus conséquemment. L'IRAM de l'AB, les filières qui étaient retenues, la maçonnerie, le carrelage peinture, la topographie dessin, conducteur de travaux. Les ouvrages y afférents aussi ont été construits et les équipements venus. Sigiri, la même chose, mécanique générale, génie électrique, froid, climatisation, hydraulique, pneumatique, logistique, accompagnés des équipements et des infrastructures y afférents. Zérekoré, la même chose, les filières retenues, génie mécanique, génie électrique, froid, climatisation, hydraulique, pneumatique et logistique. Les jeunes qui ont été formés au Maroc sont venus pour un départ, pour ne pas qu'ils restent sans être utilisés jusqu'à ce que ces IRAM soient terminés. Nous leur avons affecté dans les CFP. Et pour preuve, je vais vous lire la première décision d'affectation, malheureusement que vous ne pouvez pas voir parce que nous ne sommes pas ensemble, par décision numéro 2019-024, ministère enseignement technique, formation professionnelle, emploi et travail, cabinet DRH, du 21 janvier 2019, portant affectation provisoire de 56 formateurs dans les CFP. Deuxième décision, qui date du 5 février 2020, portant aussi affectation provisoire de 111 formateurs, dont 86 venus du Maroc dans les CFP. Et troisième décision encore, il y a eu, ça c'est le 18 septembre 2020, portant affectation définitive de 20 formateurs dans les IRAM de Bokeh et de Sigiri. Pour vous faire la petite histoire. Bien, M. Kouevogi, c'est bien, vous parlez de la construction de ces IRAM-là depuis 2014, n'est-ce pas, si j'ai bien entendu votre réponse de tout à l'heure? Oui, si vous me permettez. Nous voulons essayer de comprendre, parce que je pense que vous allez commencer à recruter pour ces IRAM-là en janvier, selon les informations que nous avons pu avoir. Pourquoi c'est maintenant? De 2014 à maintenant, vous dites que les équipements sont arrivés. Pourquoi c'est maintenant que vous allez faire organiser ce concours, alors qu'on aurait pu faire ça peut-être pendant les vacances? Pourquoi c'est maintenant que vous choisissez d'organiser ce concours? D'abord, je vous apprends qu'en enseignement technique, il est différent de l'enseignement élémentaire. On peut recruter à n'importe quel moment, surtout que nous sommes en train de migrer de la PPO vers l'APC. Ce qui veut dire que les évaluations ne seront pas sommatives, mais plutôt elles seront en fonction d'un pourcentage par rapport à l'exécution. Autrement dit, c'est quoi? Une chaise doit être confectionnée. On ne prend pas les pieds pour un élève, la table pour un autre. Non. C'est toute l'entièreté de la chaise qui doit être effectuée par un jeune qu'on évalue au pourcentage, à quel pourcentage il a pu réaliser. Cela veut dire qu'on peut faire la formation technique à n'importe quel moment, pour la petite précision. Et de l'autre côté, il n'y a pas eu une définition statique par rapport à l'ouverture ou bien par rapport au recrutement. De tous les ans, nous avons toujours recruté, des fois en différé. Ça n'a jamais posé de problème. C'est plutôt une question de suivi, une question d'accompagnement, s'il vous plaît. Allez-y, Jacques Léval. Oui, l'autre question, c'est par rapport aux programmes qui vont donc être déroulés, donc enseignés dans cette IRAM. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous dire que tout est prêt au niveau du département? Voilà, vous parlez de programme. J'ai commencé justement par ça parce que j'ai voulu vous initier, je vous ai dicté tous les programmes qui sont retenus. Et dans ces programmes, pour ce départ, nous avons prévu... Parlez des filières. S'il vous plaît. Les filières, les programmes existent. Les programmes sont en fonction des filières, c'est ce que je vous dis. Nous avons vu parmi les 6 programmes qui sont définis par école, quels sont les filières dont les programmes existent maintenant. Nous avons pris par exemple
le PROA climatisation, mécanique générale maintenance et génie électrique qui ont leur programme en BTS, en BT et en CAP. Donc, quand je prends Bokeh, ça c'est déjà prépositionné. Quand je prends Sigiri, la même chose en BTS, en BT et en CAP. C'est à l'AB qu'il y a une différence parce que là, c'est topographie dessin, carrelage, peinture et maçonnerie. Nous avons le BT, le CAP et le BTS aussi. Donc, les programmes là existent et c'est ce que nous allons lancer. De l'autre côté, je peux continuer, hein? Allez-y, Voilà. en une minute parce qu'il faut qu'on pose également des questions. Allez-y. J'ai écouté sur vos antennes quelque chose qui fait une nette confusion par rapport, d'abord, aux questions des jeunes enseignants. Je vous ai lu comment est-ce que ces jeunes enseignants ont été affectés. Pour la première fois en Guinée, nous avons invité ces jeunes à les impliquer dans leur propre répartition dans les écoles, pour vous dire combien il n'y a eu aucune confusion. Dire qu'il y a 80 retraités qui ont été récupérés pour les drames, ça c'est archi faux. J'ai dit bien archi faux. Je vous informe ce qui s'est passé. En conseil de cabinet, nous avons décidé que tous les responsables qui sont des cadres au niveau d'abord du cabinet, au niveau des directions nationales, à n'importe quel niveau de la hiérarchie de notre département, de s'impliquer dans la formation s'ils peuvent. C'est-à-dire, moi, secrétaire général, j'étais professeur de dessin et de construction rurale, et j'accepte au moins une fois ou deux fois dans la semaine d'aller enseigner. Ça, c'est un. Nous avons dit ensuite de récupérer les enseignants solides qui sont à la retraite en enseignement technique, de les envoyer à l'AMPEC pour pouvoir renforcer la formation des formateurs, des jeunes formateurs qui viennent, et de les envoyer aussi certains dans les CFP pour pouvoir assurer, accompagner la pratique. Il n'a jamais été question d'envoyer des retraités pour remplacer au niveau des grands. Ça, c'est archi faux. C'est quoi la différence entre ce que vous venez de dire et ce que nous avons dit? Vous avez dit, vous les appelez pour aller dans les écoles, non? Les retraités qui sont solides. Je définis. On appelle AMPES l'école normale de formation des professeurs d'enseignement technique et professionnel. Ça, c'est à Matoto ici. Ce n'est pas une ERAM. OK? Ça, c'est différent des ERAM. Les ERAM sont au niveau de 8, sont au nombre de 8, pardon, au niveau des régions. Ça, c'est très différent. Il faut que vous rectifiez cette partie et faire comprendre aux jeunes parce que vous risquez de les pousser à quelque chose qui n'est pas de la réalité. Il n'a jamais été question d'envoyer la preuve. Il y a des jeunes gens venus du Maroc qui sont nommés directeurs des études, chefs des travaux, etc., ce qui n'était même pas dans la convention. Mais nous nous sommes dit qu'il fallait donner du nouveau sang, donner la responsabilité à ces jeunes gens dans ces écoles qui ont des équipements de dernière génération pour que les équipements puissent tourner efficacement. Ça, c'est un élément. Un autre élément, vous avez parlé de Tofreco. Il faut qu'on soit clair. Alors justement, parlant de ces jeunes, on se rappelle, ils sont plusieurs fois passés chez nous pour justement dénoncer le fait qu'ils soient revenus et qu'il n'y ait pas de possibilité de pratiquer ce pourquoi ils sont allés au Maroc. Qu'en est-il de leur situation aujourd'hui? Très bien. La question, elle est juste. Malheureusement, vous êtes guinéenne comme moi. Le Guinéen met toujours, excusez-moi, la précipitation en avant. Lorsqu'ils sont venus, ce n'est pas le ministère de l'enseignement technique qui engage un fonctionnaire, non. Nous pouvons faire la demande. Nous avons transmis leur dossier à la fonction publique. Au moment que leur dossier était en traitement, ils sont venus, ils étaient impatients. C'est normal, je les comprends. Parce que pour eux, ils pensaient qu'aussitôt venus, ils devaient être directement engagés. Le dossier a un peu traîné. Je les recevais au même moment que vous. Et après, lorsque le ministère de la fonction publique a fait tout le circuit normal jusqu'au niveau des finances et tout est fini, ils ont été engagés. Vous pouvez appeler un à un. Aucun d'eux ne vous dira qu'il n'a pas été posté, qu'il n'a pas été engagé. Tous sont engagés dans les CFP. Maintenant, là, nous sommes en train de les reprendre des CFP pour les envoyer vers les ERAM. Et pour la petite histoire d'ailleurs, lorsque nous les avons envoyés pour la première fois vers les CFP, beaucoup sont revenus pour nous dire, attention, nous, ce que nous avons appris au Maroc, n'est pas absolument ce qui est enseigné dans les CFP. Techniquement, je leur ai fait comprendre que de tout le temps, la géométrie et le dessin technique sont restés les mêmes. Ça veut dire que s'ils ont été formés sur toutes ces bases-là, ils peuvent au moins tenir les cours de dessin technique, de géométrie et d'autres éléments ou accompagner la pratique en attendant que les ERAM finissent. Et les ERAM finis, nous avons commencé à les récupérer des CFP pour les envoyer vers les ERAM. Ça, c'est ça la réalité. Donc, si vous dites qu'à leur venue, à un moment donné, ils sont venus vous voir, c'est normal.
Ça, c'était parce qu'ils ne pensaient pas, ils croyaient qu'ils ne seraient pas engagés. Donc, ils ont tenté de s'ajuster. Alors, M. Koivogui, peut-être la dernière question. Fondamentalement, puisque vous le dites d'ailleurs, les IRAM, les écoles professionnelles, fondamentalement, quelle est la réelle différence? Vous dites, j'ai pas compris la question. J'ai dit, vous faites une différence entre les IRAM et les écoles professionnelles, les centres de formation professionnelle. Quelle est fondamentalement la différence pour éviter aux candidats de confondre? Très bien. D'abord, nous sommes, excusez-moi, dans un carrefour. C'est-à-dire que de tout le temps, pas seulement en enseignement technique, même au supérieur ou bien au MENA, nous étions sur l'approche par la PPO, c'est-à-dire l'objectif c'est-à-dire on faisait de la PPO. Nous sommes en train de migrer vers l'approche par les compétences APC. Il se trouve que dans les CFP, il y a plus de 80% de ces écoles qui enseignent en PPO, alors que très peu enseignent en APC. Il se trouve que les ERAM vont entièrement enseigner. Pour nos auditeurs, définissez PPC et APO parce que les gens vont être perdus, M. Koivogui. Vous dites? Définissez les termes, les abréviations, APC, les approches par compétences ou bien parce que pour que les auditeurs puissent comprendre ce que vous voulez dire. Je reprends. La PPO, c'est la pédagogie par objectif. Maintenant, l'APC, c'est l'approche par les compétences. OK? Je voulais vous Très dire bien, allez-y. Voilà. Donc, dans le CFP, anciennement, nous étions en PPO. Quelques CFP seulement faisaient de l'APC. Maintenant, les ERAM vont être entièrement en APC, c'est-à-dire en approche par les compétences. Ça, c'est déjà une différence. Une autre différence, les ERAM sont équipés par des machines et des outils de dernière génération qui font qu'elles peuvent même constituer de petites unités. Alors, la raison a bien été, par le président de la République, d'envoyer d'abord des jeunes gens qui soient formés, premièrement, sur la nature de ces filières, la nature des équipements, afin que du nouveau sang soit projeté dans le système d'enseignement technique en Guinée, afin que les jeunes qui sortent soient directement consommés. Donc, quand vous prenez ces 8 ERAM, dont 4 sont déjà construits et équipés, nous avons des filières qui tiennent compte des réalités régionales de chaque école. Et conséquemment, quand vous prenez, je donne un exemple, Bokeh, nous avons dit qu'il y a froid et climatisation, mécanique générale et maintenance, il y a génie électrique. Bien entendu que nous estimons qu'il ne faut pas engager toutes les filières à la fois et aller progressivement en fonction des besoins parce que nous nous référons de ce que les professionnels qui sont dans ces mines ou bien dans ces différentes exploitations ont besoin. Monsieur Koivogui, dernière question parce qu'on est malheureusement pris par le temps. Dites-nous quand vous allez organiser le concours en janvier et que les résultats vont sortir, combien de temps va durer l'année scolaire dans ces IRAM-là? Je vous ai dit, madame, d'abord, l'évaluation au niveau de l'APC ne se fait pas de façon annuelle, non. Un module fini, on l'évalue. Ça veut dire que ce n'est pas comme les autres classiques qui disent il faut 9 mois, il faut 12 mois, non. Lorsqu'on entame un programme, un module est fini, on évalue les jeunes. Celui qui a, le pourcentage acquis est retenu, celui qui n'a pas le pourcentage acquis est retenu. Donc ça veut dire que même si on commençait en mars ou en avril, ça n'a aucune importance, mais plutôt il faut suivre pour que chaque élément des programmes par filière soit vraiment exécuté, s'il vous plaît. Monsieur Michel Koivogui, secrétaire général du ministère de l'Enseignement technique, merci d'être passé chez nous ce matin. Je vous remercie. Je vous remercie. On continue donc cette émission. On a écouté M. Michel Koivogui. On aurait aimé l'avoir en studio pour avoir plus de temps, mais malheureusement, on est obligé de passer à un autre sujet. Mais est-ce que les explications qu'il vient de donner, Jacques Léo Leno, vous ont convaincu? Oui, c'est le département. On aimerait en tout cas avoir cet échange parce que c'est intéressant qu'on puisse le savoir. Les informations que nous avions des sources bien introduites indiquent que les programmes ne sont pas encore arrivés et c'est confirmé quand même par l'inspecteur régional de l'enseignement technique et de la formation professionnelle de Cancan. Maintenant,
on dit qu'il y a un BTS qui est déjà disponible sur place et que c'est celui-là qu'on va continuer à donner, alors que dans le programme qui avait été élaboré avant, disons dans la stratégie d'avant qui avait été envisagée par le département, c'était de faire en sorte que les ERAM, qu'il y ait une formation en tout cas bien améliorée, plus améliorée. C'est ce qui a été dit. Maintenant, les BTS qu'on a l'habitude de donner au niveau de l'ENAM, l'ENAE, est-ce que c'est ce qu'on maintient? Je crois qu'il y a quand même des questions à se poser qui restent posées. Sinon, des éclairages sur le régime spécial ou la façon dont les cours se déroulent dans les écoles professionnelles, je pense que ça, il a raison de l'indiquer ainsi. Et c'est sur ce point, d'ailleurs, je voulais intervenir parce que je me rappelle hier ou avant-hier, on se demandait justement qu'est-ce qui expliquait. On qualifiait d'ailleurs la démarche de précipité et à l'écouter, quand même, il y a un éclaircissement de ce côté. C'est que c'est pas comme une année scolaire où il faut s'attendre à ce que ça soit d'octobre à, je sais pas, à une autre date. Là, c'est un régime spécial, comme il le dit. Donc, c'est à mieux. Tout ce qu'on peut demander, c'est cela. Sur certaines questions, il a été catégorique. Par exemple, ce qui a été révélé hier, il dit que c'est faux. Encore une fois, c'est le département. Et justement, peut-être les journalistes que nous sommes, allons continuer notre travail pour encore dire si ce qu'il a aujourd'hui qualifié de faux est réellement ce qu'il est, comme on l'a dit. Donc, évidemment, que le travail se poursuit, mais que cette communication aussi se poursuive, car c'est tout ce qu'on peut demander pour aider les Guinéens à comprendre comment nos départements marchent. Nous voulons comprendre, on pose juste des questions, donc nous voulons avoir des réponses. On va parler politique à présent. La Cour des comptes qui invite les candidats à la dernière présidentielle à justifier leurs dépenses de campagne. C'est un exercice réglementé par les lois du pays et qui entre dans le cadre de la transparence autour des fonds utilisés par les formations politiques. L'Union des forces démocratiques de Guinée, dont le candidat est arrivé deuxième, exige d'abord l'ouverture de ses bureaux avant de se plier à la demande de l'institution constitutionnelle. Nous aurons Karamo Madi. Il est d'ailleurs là en direct, Daouda Mohamed Kamara. Les grandes gueules. Karamo Madi, bonjour. Madi Kamara, bonjour. Est-ce qu'il nous entend, Amadou Sow? On va essayer de le rappeler pour avoir le retour. Vous avez suivi cette actualité, Daouda Mohamed, la Cour des comptes qui exige des formations politiques leur compte de campagne aujourd'hui pour savoir réellement ce qui s'est passé. Oui, il faut s'en féliciter parce que c'est une démarche qu'on a quand même souhaité qui voit jour ou qui soit une pratique désormais dans notre pays. Parce que c'est vrai, si une loi dit que la caution est fixée à tel montant et le budget de campagne ne doit pas dépasser tel autre montant, il faut bien qu'on nous dise quel mécanisme on dispose concrètement pour savoir le montant qui a été, le plafonnement qui a été fait, tel parti politique a atteint ce plafonnement ou n'a pas atteint. Il faut bien avoir quelque chose, un élément qui nous permette de le contrôler. Les gens vont aujourd'hui en campagne. On ne sait même pas combien de véhicules le RPG prend de Conakry. Un ministre, par exemple, qui va à Sigirim parce qu'il est originaire de Sigirim, il veut aller battre campagne. Il a combien de véhicules il prend à Conakry pour Sigirim, combien de personnes, comment il va les loger, comment il va les nourrir. Tout cela, on ne sait pas comment cela est fait, quelle est l'origine de l'argent qu'il a utilisé. Et tout cela, et quand la Cour de comptes nous dit qu'il faut plafonner les dépenses à tel montant, il faut bien que la Cour soit à même de savoir contrôler. Mais lorsque vous n'avez aucun moyen de contrôle de tout cela, il va être difficile, ça ne va être qu'une simple déclaration. Et derrière, aujourd'hui, on exige des justifs. Il ne faut pas aller vite en besogne. Non, je ne vais pas vite en besogne, mais je me demande bien. On a vu des fils de véhicules, par exemple, qui ont quitté Conakry. Moi, par exemple, un ami me dit, bon, moi, je suis directeur, alors accompagne-moi en campagne à l'intérieur du pays. Je prends un autre ami, il prend un autre ami, on se met pour aller faire la campagne. Est-ce que la Cour des comptes peut contrôler tout cela? C'est ce qu'elle essaie de faire, justement. Nous aussi, on va essayer de comprendre avec Karamo Madi Kamara, juriste qui revient donc à l'antenne. Bonjour Karamo Madi. Bonjour madame. Allez-y, Daouda. Alors, la Cour des comptes aujourd'hui exige des partis politiques candidats à la présidentielle les justifs pour l'utilisation des fonds et le plafonnement. Dites-nous juridiquement en quoi cela s'explique. Merci de votre invitation. Permettez, avant que je ne réponde à votre question, justement,
de faire une toute petite pédagogie pour nos concitoyens qui sont méconnaissants de ce que c'est que la Cour des comptes. La Cour des comptes, il faut le dire, est prévue par la Constitution à travers les dispositions de l'article 119 qui prévoit que la Cour des comptes est une institution, une juridiction, j'allais dire, de contrôle a posteriori des finances publiques. Ça veut dire que c'est la Cour des comptes qui procède au contrôle de l'utilisation des fonds publics. Et vous savez bien que les partis politiques, conformément aux dispositions de l'article 171 du Code électoral, bénéficient au titre des ressources pour mener de la campagne de subventions de l'État. Cela veut dire que de ce point de vue, la Cour des comptes est amenée à savoir quel usage a été fait de ces fonds de campagne. C'est dans cette logique que la Cour des comptes a demandé à ce que les partis politiques puissent rendre compte de la gestion des fonds de campagne parce que l'article 178 du Code électoral précise que dans les 30 jours qui suivent la proclamation des résultats, les candidats ou les entités qui ont pris part aux élections doivent déposer auprès de la Cour des comptes leur compte de campagne accompagné des pièces justificatives des ressources et des dépenses qui ont été effectuées. Et c'est maintenant à la Cour des comptes de procéder à la certification de ces différents comptes et rendre public ensuite, dans les 15 jours qui suivent, les observations que les citoyens ou d'autres personnes ont pu apporter à ces différentes dépenses. J'entendais très bien ce que vous avez dit tout à l'heure, notamment l'illustration que vous avez donnée sur les mécanismes de contrôle dont dispose la Cour des comptes. Mais justement, cet article auquel je fais allusion donne la possibilité à tout citoyen ou à toute autre entité d'apporter à la Cour des comptes une utilisation frauduleuse ou alors une source de financement illicite qui aurait été utilisée par un parti politique. Et c'est pourquoi la Cour des comptes, quand elle fait la certification, elle procède à la publication de ces résultats pour que dans les 15 jours qui suivent, elle puisse bénéficier de ces informations. Mais le mécanisme permet quand même logiquement d'avoir une certaine traçabilité parce qu'il y a ce qu'on appelle le fonds électoral qui doit être mis en place par toutes les partis politiques lors de la campagne. Et c'est ce fonds électoral qui doit recevoir l'ensemble des financements destinés à la campagne et c'est de ce compte-là que l'ensemble des dépenses doivent être effectuées. Chaque dépense effectuée doit pouvoir être accompagnée d'une pièce justificative qui sera apportée maintenant à l'appréciation de la Cour des comptes. Tu vas vérifier Carrément, m'a dit dans un pays comme le nôtre où les gens évitent de se prononcer justement sur les sources de financement, dites-nous justement par rapport au mécanisme, c'est quoi le schéma lorsqu'il s'avère que les fonds qui ont été utilisés ne devaient pas l'être, ou bien enfin quand on certifie une mauvaise utilisation ou bien une mauvaise utilisation ou bien une mauvaise acquisition des fonds. Et surtout que le travail de la Cour des comptes est a posteriori. Mais justement, après vérification de ces pièces justificatives des comptes, la Cour des comptes rend un arrêt. Et s'il est constaté qu'un dépassement des frais de campagne a été fait, par exemple, puisque en amont, il y a ce qu'on appelle la commission financière qui est composée du président de la CNUD, son représentant, du représentant du ministre des Finances, de l'administration du territoire et des partis politiques, pour fixer avant les élections la caution de l'élection et le plafond de campagne. Si donc ce plafond-là est dépassé, la Cour des comptes rend un rapport et ensuite ce rapport-là est transmis au procureur de la République pour engager des poursuites judiciaires contre les contrevenants. Ça, c'est un premier aspect. Le second aspect, c'est qu'au-delà du code électoral, il y a un autre arsenal juridique qui permet de lutter contre l'enrichissement illicite et le blanchiment des capitaux. Si les sources de financement qui ont été adoptées par les partis politiques violent ce qui est cité à l'article 171 du Code électoral, qui précise clairement que les campagnes électorales sont financées soit à travers les ressources des partis politiques, soit à travers les subventions de l'État ou éventuellement les revenus des candidats. Ce sont les trois sources qui sont indiquées par le Code électoral. Si un parti politique obtient une source de financement en dehors de ces trois sources de financement,
il est loisible à tout citoyen, après que la Cour des comptes ait publié son rapport, d'interpeller cette instance pour lui dire que cette personne a des preuves que ce parti politique a outrepassé, par exemple, le plafond, ou alors que ce parti a utilisé une autre source illicite pour financer sa campagne. Il y a des sources illicites, il y a aussi des sources de l'État, les fonds de l'État. Et aujourd'hui, les gens se posent énormément de questions par rapport à la justification qui peut être apportée par tierces personnes autour des fonds utilisés par le parti au pouvoir, par exemple, où on soupçonne assez de confusion quand même dans l'argent qui est utilisé pour mobiliser. Comment on peut faire la part des choses entre l'argent qui sort des caisses de l'État pour financer un parti politique et l'argent qu'on mobilise, surtout quand le parti est au pouvoir? Les grandes gueules. Il y a ce que la loi énonce, il y a ce que les institutions chargées d'appliquer la loi font et il y a ce que les citoyens font. Ce que vous venez d'indiquer est pris en compte par le code électoral qui prohibe l'utilisation des fonds publics pour la campagne. Même l'utilisation de la logistique administrative est interdite par la loi électorale. Autrement dit, l'utilisation des véhicules de l'État, l'utilisation des fonds publics pour mener la campagne sont interdits par le code électoral. Que les institutions maintenant ne jouent pas leur rôle pour empêcher cela ou sanctionner ceux qui font cela est une autre chose. Mais la loi prévoit que c'est interdit. Et c'est de cela qu'il est véritablement question. C'est pourquoi les institutions doivent s'affranchir d'une quelconque subordination pour avoir leur indépendance et agir conséquemment. Quand le parti au pouvoir utilise les ressources de l'État, ça viole le principe de l'égalité des partis politiques devant la loi. Parce que le parti au pouvoir est un parti comme tous les autres partis politiques. Il est différent du gouvernement. Donc, conséquemment, ce parti ne doit pas s'arroger les ressources de l'État pour avoir une campagne défavorisant les autres partis politiques. Et mieux que ça... Alors, comme on m'a dit, il y a l'UFDG qui dit ne pas être à mesure de répondre à cette requête au motif que ces bureaux restent encore fermés. Est-ce que vous comprenez cette réaction déjà juridiquement? Est-ce que c'est un argument qui peut marcher? Vous faites bien de dire juridiquement. Juridiquement, ce sont deux choses qui sont totalement antinomiques. Ce qui est demandé, que ce soit à ce parti politique ou à tous les autres partis politiques, est une prescription légale. Et de ce point de vue, chacun doit pouvoir s'asseoir et exécuter ce qui a été prescrit par la loi. Ce que l'UFDG revendique est légitime, mais relève d'un autre ressort qui n'est pas celui sous le régime duquel nous sommes en train de nous exprimer, notamment la reddition des comptes que la Cour des comptes demande. Je comprends parfaitement l'amertume de l'UFDG, je partage sa peine. Dans un état de droit, il faudrait que les institutions aient la prévalence de pouvoir donner à chaque entité le rôle et les droits dont elle doit pouvoir bénéficier. Je ne comprends pas pourquoi son siège reste encore fermé. L'État est seul responsable de cela, mais je crois que dans un État qui fonctionne correctement, nous ne sommes plus dans une période électorale. Il faudrait laisser libre cours justement à l'exercice des libertés collectives. Mais encore une fois, comme je le dis, cela n'a pas de relance avec la demande qui est faite. Et comprenez bien la position de l'UFDG. Il faut bien pouvoir accéder au bureau pour accéder aux documents. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Je dis que sa revendication est tout à fait légitime. Mais en réalité, ce n'est pas parce que son siège est fermé qu'elle ne devra pas présenter les justifs qui lui sont demandés. C'est-à-dire que nous sommes dans un cas de figure aujourd'hui où la Cour des comptes peut dire que ce n'est pas elle qui a fermé le siège de la Cour de l'UFDG. Et que donc, conséquemment, elle est en train de jouer son rôle. Donc, elle peut exiger cela de l'UFDG. Maintenant, d'autres entités de l'État doivent aussi comprendre que
pour le bon fonctionnement de l'État et pour le respect justement de ce type d'exigence, il faudrait laisser la liberté à ce parti politique de jouir pleinement de toutes ses prérogatives et de tous ses droits pour répondre efficacement à ce qui lui est donné. Mais légitimement... Camara, dernière question pour terminer en une minute. À quoi peuvent s'attendre? Que risquent ces partis qui ne se plieront pas à cet exercice demandé par la Cour des comptes? Mais d'abord, la Cour des comptes, comme je dis, est une juridiction qui a un caractère contentieux consultatif. Elle peut faire en sorte qu'une injonction soit donnée à ces partis politiques. Elle peut s'arroger les services du procureur de la République pour arriver éventuellement même à ce que l'agrément de ces partis politiques puisse ne plus être valable dans la mesure où ils auraient violé les prescriptions de la loi et refusé de s'assujettir à ce que les dispositions légales prévoient en la matière. Je ne pense pas que nous en arriverons là et que de manière républicaine, les partis accepteront de justifier leurs dépenses de campagne. Karamo Madi Camara, juriste, je rappelle que vous êtes aussi écrivain. Merci d'avoir parlé aux Grandes Gueules ce matin. C'est un jeune politique, on le disait tantôt, qui entend faire de nouvelles propositions. Il est là, notre invité, dans ce studio. Donc, il a fait partie de cette organisation politique qu'on a appelée UDIR aujourd'hui. Il nous vend un autre message avec une autre formation politique. Monsieur Mori Kaba, notre invité, il est là dans ce studio. Bonjour, bienvenue. Bonjour Diadia, bonjour à tout le monde ici et bonjour à vos millions d'auditeurs. Allez-y, Jacques Lévaleno. Alors, on a suivi cet épisode. Vous étiez venu frais en politique avec l'UDIR. Vous aviez même voulu vous présenter aux législatives. On va pas refaire l'histoire, mais comment vous avez vécu cette situation? Voilà, je voudrais d'abord que les personnes qui ont perdu leur vie durant ces périodes électorales, parce que je considère qu'aucun Guinéen ne doit mourir parce que quelqu'un doit se maintenir au pouvoir. Aucun Guinéen ne doit mourir parce que quelqu'un veut arriver au pouvoir. J'aime souvent dire que la meilleure façon de juger, c'est de se juger soi-même. C'est-à-dire ce que les familles des personnes qui sont en train de mourir aujourd'hui sont en train de subir, est-ce que si c'était moi ou bien c'était XY, ça allait me plaire? Non. Si c'est le cas, il faudrait que les gens apprennent à vivre dans la paix, dans l'harmonie en République de Guinée. Maintenant, en revanche, je voudrais dire tout à l'heure, là, Djadja, un petit reproche. Dans votre introduction, vous avez dit que je reviens en politique parce que tout simplement, la justice a eu raison de moi. Je voudrais vous dire que mon seul péché à UDIR, il y a plus de 30 personnes qui peuvent le témoigner, c'est d'être élu à la tête de ce parti. C'est ma plus grosse erreur. C'est mon plus gros péché. Donc, je n'ai jamais été condamné par une quelconque juridiction, ça fait maintenant une année. Ce qu'elle a dit, en fait, il y a eu des affaires judiciaires. Mais quand on dit que la justice a eu raison de moi, écoutez, il y a eu des affaires judiciaires, vous avez eu des problèmes à l'intérieur du parti, ce qui ne vous a pas permis de rester à la tête de l'UDIR, donc vous n'avez pas été candidat aux législatives. Non, c'est ce qu'on a essayé de dire. Plutôt, moi j'ai été candidat. La loi dit clairement qu'une fois une candidature déposée, quand la Cour constitutionnelle valide, on ne peut plus retirer cette candidature. Mais par contre, moi, je me suis retiré parce que je voulais être en harmonie avec ma conscience. Pourquoi? J'ai dit clairement que si toutefois les élections étaient couplées, je démissionnerais. Pas parce que j'étais en conformité avec la loi, mais parce que j'étais en conformité avec ma conscience. Donc, cette démission, elle était politique et non juridique. Parce que, tout simplement, la loi ne me permettait. Donc, rien ne m'a empêché de me retirer. Mais c'est ma volonté plutôt. Mais au-delà de cela... Vous ne pouviez pas, parce que vous étiez déjà contesté à l'intérieur du parti. Est-ce que vous avez compris? La liste au sein de l'UDIR? Non. Oui, mais même si la liste est là, mais vous êtes à la tête d'un parti et le parti vous révoque. Jacques, je vous dis clairement, allez consulter les textes. Une fois que candidature je parle de la réalité, on ne parle pas des textes là. Vous êtes candidat d'un parti politique, vous êtes révoqué à la tête de cette formation politique. Comment pouvez-vous participer à une élection? Jacques, je vais vous dire quelque chose. Je vous dis et je vous répète clairement. Après ici, consultez les textes. Mais au-delà de cela, j'ai dit qu'il y a plus de 30 personnes qui sont prêtes à témoigner, qui n'ont pas témoigné pour des raisons qu'ils connaissent. Ils sont libres, qui étaient au sein de UDIR. Est-ce que vous comprenez? Donc, mais ce que je voudrais à cette occasion, je voudrais plutôt
comprendre qu'on laisse cette affaire à la justice. Mais ce qui est plus important aujourd'hui, la Guinée est un pays qui a un budget non ambitieux de 2,4 milliards de dollars. Vous comprenez? La Guinée aujourd'hui, les enfants de 5 à 6 ans, 40% de ceux-ci ne vont pas à l'école. Nous avons besoin d'eau, nous avons besoin d'électricité. Ici, dans les grandes gueules, j'ai vu les candidats qui sont passés ici, qui n'ont pas pu démontrer comment est-ce qu'ils vont financer les activités économiques de l'État. Donc, je pense que ce qui est plus important, chez les Guinéens, ce que les Guinéens veulent entendre, veulent écouter, c'est de montrer les nouvelles propositions. À eux de choisir. On ne choisit pas quelqu'un parce qu'il est beau, parce qu'il est vilain, parce qu'il est ceci, mais on choisit quelqu'un parce qu'il a les idées. Moi, je voudrais avoir des Guinéens, femmes et hommes, qui ont plus d'idées que Mori Kaba en politique. Moi-même, je m'alignerai derrière cette personne. C'est ce qui est plus important à mes yeux. Maintenant, dans le processus judiciaire, il faut laisser le temps à la justice de venir trancher cette affaire. Mais nous venons maintenant dans cette nouvelle formation politique qu'on appelle l'avenir d'une Guinée nouvelle. Et je vous dis clairement que ni flux ni reflux ne va empêcher ce parti d'atteindre l'idéal qui le mue. Conquérir le pouvoir et l'exercer. L'AGN, c'est le nom de sa nouvelle formation politique. Vous allez comprendre la suite, bien entendu, après une nouvelle pause. Nous revenons à 11h. Radio Espace, Espace TV, les grandes gueules, la prolongation. Nous allons continuer le débat avec lui, bien entendu. Mais avant, je veux lire ces deux messages qui nous sont parvenus pendant la pause, notamment Dr Makale Traoré qui nous a écrit « Bonjour les grandes gueules, bonjour à vos millions d'auditeurs. Le Parti de l'Action citoyenne par le travail Pacte, fidèle à ses valeurs, a déposé son rapport financier sur la campagne présidentielle 2020 auprès de la Cour des comptes le 8 décembre 2020, conformément au texte de loi en vigueur. Vive le pacte, vive Dr Makale Traoré, vive la nation par-dessus tout. Équipe Pacte donc qui nous envoie ce message, l'équipe qui suit donc cette émission. On revient sur ce plateau pour continuer le débat avec vous, Mori Kaba. Allez-y, Mafoudi Abangoura. Alors, Mori Kaba, avant la pause, on vous écoutait engagé, déterminé, rêveur. Et il y a beaucoup qui se sont succédés ici sur ce plateau. Et après, on se rend compte que c'était juste de beaux discours. Mais après, c'était des jeunes qui faisaient pire que ceux qui existaient. Rassurez-nous ce matin. J'ai toujours l'habitude de dire que jeunes, vieux, femmes, hommes ne sont pas des projets de société. Ça ne me fait aucunement rêver. Être jeune, ce n'est pas un projet de société. C'est pourquoi il faut permettre à tout le monde de venir s'exprimer et celui qui a le meilleur des idées comprenne ce dernier. C'est de cela que nous avs besoin en Guinée. Alors, c'est quoi la donne avec cette nouvelle formation politique? La donne avec cette nouvelle formation politique, nous sommes un ensemble de jeunes, de femmes et d'hommes, aujourd'hui qui se sont fondés dans un parti politique, qui ont fait un travail scientifique, qui ont apporté quelque chose que personne n'a connu depuis 200 ans. C'est une nouvelle idéologie politique, économique et sociale. Donc, nous venons proposer une nouvelle idéologie politique, économique et sociale que nous appelons le circonstancialisme, que nous subdivisons en premier temps en 3 points. 1. Sur le plan politique, c'est une idéologie qui rassemble en son sein le circonstancialisme. Sur le plan idéologique, c'est une... C'est pas un nouveau rêve que vous nous vendez? Oui, c'est un rêve, mais écoutez très bien. C'est une idéologie qui rassemble en son sein les circonstancialistes, les pragmatistes, les progressistes, les panafricanistes pour assurer un groupe parlementaire, assurer l'équité entre hommes et femmes, protéger les droits et libertés individuelles et collectives en société, actés par nos lois, en tenant compte de nos valeurs culturelles nécessaires. Deuxièmement, sur le plan économique, il est la synthèse du socialisme primaire, du capitalisme dépassé, du libéralisme hybride, caractérisé par un interventionnisme étatique dans un cadre de partenariat public et privé dans lequel l'État a les moyens de production sans en empêcher les initiatives privées. 3. Sur le plan social, il garantit la répartition des richesses nationales à bon escient, il garantit la santé et l'éducation pour tous, il garantit la défense et la sécurité des personnes et de leurs biens. Mais il garantit aussi la justice équitable qui est le socle de la paix et de l'unité nationale dans toutes les sociétés. Peut-être quelques nouvelles expressions, mais globalement, Mori, vous ne pensez pas que c'est pratiquement la même chose? Non, ce n'est pas la même chose. Pourquoi? Quand vous prenez aujourd'hui les libéraux, ils disent que l'État ne doit pas intervenir dans les activités économiques privées. Mais par contre, allez-y en France, les Français qui se disent libérales, ils ont 1800 et quelques entreprises publiques. L'Allemagne en a 3000 et quelques, les États-Unis, etc. La Guinée avait 300 unités industrielles qui ont été bradées, vilipendées
par tout simplement des 300 intellectuels. unités quand, 300 lors du unités premier industrielles, régime? le premier régime. C'était c'était du waouh. Est-ce que vous comprenez? Mais des intellectuels entre guillemets, c'est-à-dire que moi j'appelle les intellectuels auxiliaires. Est-ce que vous avez la même idéologie que le premier président de la République? Non, la même idéologie, chaque chose a son temps, chaque temps a sa chose. Moi j'ai de l'amour pour Sékou Touré, mais je considère tout simplement que c'est un être humain comme tous les autres qui est venu, qui a eu des actes positifs comme négatifs. Ça c'est inhérent à tous les êtres humains. Mais maintenant, ce qu'on veut faire, par exemple, de sa gestion, c'est tout autre. Parce que, ce que je veux dire, nous avons mis, par exemple, en place un comité chargé de faire la réconciliation nationale, parce que l'histoire politique de la Guinée n'est pas linéaire, c'est plutôt séquentiel. 1958-84, c'est une séquence. 1984-2008, c'est une séquence. 2008 aussi, à nos jours, c'est une autre séquence. Donc, de 1984, par exemple, en 1958-84, il y a eu des personnes qui ont été tuées, soit peut-être à tort et à raison, mais je reconnais, quel que soit l'amour que j'ai pour la personne, sur les 171 personnes tuées de 58 à 84. Je vais vous donner par exemple un exemple. Bien vrai que je ne suis pas le juge, mais je considère qu'il y a eu des innocents. Un exemple, quand quelqu'un est condamné pour un fait, pour 15 ans de prison, et que par après, on extirpe cette personne pour un autre fait, on le tue, c'est contraire à la loi. On dit en droit ultra petita intra petita. C'est-à-dire on ne peut pas juger quelqu'un en dehors de ce qui lui a été reproché. Donc je reconnais pertinemment qu'il y a eu par exemple des innocents dans les 171 personnes tuées au temps de Sékou Touré. C'est-à-dire qu'ils sont morts en prison. Mais on extrapole, on veut aller au-delà de ça, on parle de 50 000 morts, ça c'est de la fausseté. Donc il faudrait que chacun mette de l'eau dans son vin pour qu'on puisse revenir à de meilleurs sentiments, pour qu'on puisse vraiment reconnaître ce qui a été fait comme tort lors du premier régime, lors du deuxième régime, lors aussi du temps de Dadis Camara. Alors, Monsieur Kaba, Monsieur Morikaba, aujourd'hui, vous venez avec une nouvelle dynamique et les idées, vous n'en manquez pas. Elles sont ce qu'elles sont, mais les hommes, l'intégrité pour transformer ces idées en actes concrets sur le terrain, pensez-vous aujourd'hui disposer toute la ressource? Je n'ai pas compris. Si moi je dispose de la ressource. Non, vous venez avec un parti politique pour conquérir le pouvoir, par exemple. Est-ce que vous pensez que vos idées que vous avez... votre équipe est prête. C'est quoi la projection? L'équipe est complètement prête. Je dis que c'est des hommes et des femmes qui se sont constitués, mais qui ont eu l'honneur de me présenter pour que je vienne parler en leur nom. C'est des hommes, c'est des femmes, c'est des jeunes, c'est des personnes âgées. Ils sont des sociologues économiques, etc. Est-ce que vous comprenez? J'ai dit présentement que on a un budget prévisionnel de 2,4 milliards. Ce n'est pas ambitieux. Pour que la Guinée puisse réaliser tout son rêve, il faudrait que nous puissions avoir des mécanismes de mobilisation de recettes pour faire face à nos obligations. Donc, à cet effet, je vais vous donner des exemples. Un parti politique ne se résume pas à ce qu'on dit sur les antennes et autres. Dites-nous sur le terrain, comment est-ce que vous allez vous organiser? Est-ce qu'à l'horizon 25, vous allez pouvoir participer aux élections qui seront organisées? Je vous dis clairement que nous sommes 26. Nous sommes déjà, c'est un parti politique qui existait déjà, nous sommes venus dedans. Nous avons dit qu'il faut essayer de redynamiser ce parti. Et je vous assure que nous allons participer pleinement aux différentes échéances qui vont se prôner à l'horizon. Et 2027, c'est bien nous. Parce que nous avons les meilleures idées, nous avons les meilleures propositions aux Guinéens. C'est de cela qu'il s'agit. Il faut qu'il y ait des personnes qui puissent proposer aux Guinéens des objectifs et puis des mécanismes qui puissent prendre en compte leurs besoins vitaux. C'est de cela qu'il s'agit. Et nous sommes prêts. Vous êtes prêts? Allez-y, essayez en 2 minutes de convaincre les auditeurs et les téléspectateurs. Vous avez 2 minutes, vous avez la caméra juste en face de vous. Qu'est-ce qui peut encourager, qu'est-ce qui peut pousser les Guinéens à croire en vous, jeune Morikaba? On aurait dû, bien entendu, parler des questions économiques, mais malheureusement, le temps n'a pas permis. Chers compatriotes, au nom du parti L'Avenir d'une Guinée Nouvelle, AGN, permettez-moi de m'adresser à vous ce matin, non pas au nom du peuple, mais en faveur du peuple. Notre peuple, le peuple de Guinée, en vous exhortant, hommes et femmes, que chaque jour que nous vivons sur cette terre qui nous a été léguée par nos pères de l'indépendance doit être le leitmotiv pour inventer l'avenir d'une Guinée nouvelle, radieuse et pleine de promesses pour les générations à venir. Même si par inquiétude et désespoir, causés par plusieurs décennies de corruption, de détournement des deniers publics, d'enrichissement personnel, de la déliquescence du service public à la base, des tueries des civils, des tueries des forces de défense et de sécurité, du vandalisme à outrance,
Beaucoup sont ceux qui se posent aujourd'hui les questions à savoir où va la Guinée, comment il faut la sauver. C'est dans cette plénitude d'interrogations et de réflexions, fondées sur un enthousiasme mais aussi un dévouement pour la cause nationale, que nous, hommes et femmes, jeunes et personnes âgées, issus de toutes les communautés et de toutes les tendances ethniques, avons jugé utile et nécessaire de proposer aux Guinéennes et Guinéens une nouvelle alternative, un nouveau courant politique, économique et social capable de sortir la Guinée de sa léthargie que nous appelons le circonstancialisme, que nous avons résumé tout à l'heure là en 3 points. C'est pourquoi nous considérons que le développement de la Guinée n'aura de sens que si les Guinéennes et Guinéens établis sur les 245 857 km², y compris ceux de la diaspora, ne bénéficient de l'immensité des richesses qui regorgent notre République, la République de Guinée. Pour finir, chers compatriotes, quelles que soient nos difficultés à élever ce pays aujourd'hui vers plus de gloire, de prospérité, de dignité, de plus de liberté, d'égalité, de fraternité, mais aussi de démocratie, ne démissionnons pas de la gestion de la chose publique face à ceux qui ne la méritent plus. Alors, pour fonder notre courage, n'oublions pas le courage sacrificiel de nos pères de l'indépendance, courage sacrificiel qui nous éleva vers plus de liberté recouvrée. Liberté recouvrée selon laquelle tous les hommes naissent libres, égaux en droits et devoirs pour que rayonne aujourd'hui en République de Guinée et à jamais le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Bien. La démocratie. Je vous remercie. Mori Kaba, président de l'Avenir d'une Guinée Nouvelle, merci d'être passé dans ce studio. Je ne suis pas d'abord président, je suis membre. Les gens vont concourir pour aller vers cette élection. Je pense que je peux, d'autres personnes aussi pensent qu'ils peuvent. Le meilleur d'entre nous va être choisi de façon plus démocratique. C'est la raison pour laquelle j'ai été dans ce parti. Et j'interpelle tous les Guinéens à travers le monde de se joindre à nous parce que nous avons les meilleures idées. J'aurais bien voulu qu'on aborde dans toute sa plénitude les questions économiques pour montrer aux Guinéens que nous sommes capables de quitter dans un budget prévisionnel de 2,4 milliards à 10 milliards pour faire face à toutes les obligations et sans tenir compte des mines. L'agriculture comme base et industrie comme moteur de développement. Merci donc d'être passé dans ce studio, Mori Kaba. C'est un plaisir d'échanger avec vous. Nous terminons par ce message. Je disais, le président de l'UFDG qui nous écrit donc, l'UFDG est bien entendu disposé à se soumettre à cette obligation légale de présenter ses comptes de campagne à la Cour des comptes. Il se trouve seulement que tous les documents nous permettent de le faire. Nous permettant de le faire sont dans nos bureaux à Amdalaï, lesquels, donc, tout comme notre siège à Komandaya, ont été pillés, fermés et gardés par les forces de défense et de sécurité depuis le 20 octobre 2020. Nous n'avons donc pas accès aux documents, s'ils existent toujours, nous permettant de nous acquitter de cette obligation. Et là, c'est Loudalen Diallo qui nous écrit. Merci à tous les trois, Dada Mohamed, Mafoudi Abangoura, Jacques Léa Leno et à tous les autres chroniqueurs qui ne sont pas en studio. Merci à Amadousso qui a réalisé cette émission côté radio, à Vladimir Poutine, à Kabine Kondé qui s'est rétabli, qui va mieux aujourd'hui, qui est revenu, Mamoudou Kondé, ce sont les deux papas de Lamine Guirassi. Merci à Nala Sidibé, à l'homme de nuit et à Alassane Diallo, Paputo Mafata Sano. Merci à toute l'équipe de la régie. Merci de nous avoir accompagnés ces derniers jours. Ce fut un grand plaisir de vous servir. L'équipe des Grandes Gueules vous remercie. Nous partons en congé, bien entendu, pour revenir le 4 janvier pour de nouvelles aventures. Merci à vous tous à l'international. Portez-vous bien. Au revoir.